Alors, bonsoir à tous et bienvenue à notre troisième soirée rencontre sur le deuil. On est très content de vous recevoir, disons, via les ondes, via la caméra, via l'informatique. Heureusement qu'on a ça. On aimerait bien sûr mieux vous avoir avec nous comme on le faisait à l'habitude, quoique ça fait déjà au-delà d'une année. Mais au moins, on a ce moyen-là pour vous joindre et on est très heureux de vous savoir avec nous. On espère que tous vous êtes en bonne santé. On sait que ce sont des périodes difficiles, spécialement dans cette troisième vague de notre pandémie, mais bon, enfin, on souhaite qu'au travers tous ces aléas, vous réussissez à bien vous porter. Alors, encore une fois, bienvenue. Et je voudrais, sans plus tarder, vous débuter la soirée en vous présentant notre hôtesse, Joanne de Montigny, bon, qui n'a pas besoin de beaucoup de présentation, mais pour les gens qui seraient nouveaux avec nous, avec l'équipe d'Infodeuil, Joanne de Montigny est psychologue. Elle s'intéresse, enfin, toute sa carrière de psychologue a été orientée vers tout ce qui est du processus du deuil et des pertes. Donc, je me permets de le dire, c'est une sommité au Québec. Elle est aussi auteure, elle est aussi conférencière et on a l'immense privilège de l'avoir comme collaboratrice au Repos Saint-François d'Assise qui parraine Infodeuil et bien sûr à Infodeuil où vous pouvez lire ses textes et voir ses différentes entrevues ou capsules web qui ont été réalisées avec Joanne de Montigny et des invités. Donc, voilà, un petit rappel avant de céder la parole à Joanne. Si jamais vous nous perdez durant la présentation, si vous regardez en haut de votre page, là où il y a l'adresse URL là, du site, vous pouvez rafraîchir tout le système. C'est la seule façon, si jamais vous nous perdez, ça peut être un problème d'Internet ou justement, ou simplement en rafraîchissant le navigateur, vous pourriez réussir à nous retrouver si jamais ça arrive. Si jamais il n'y a rien qui fonctionne, essayez à la gauche de votre page, vous avez une boîte de dialogue, de chat. Alors, on a une technicienne s'asseoir avec nous et on pourra, tant aussi bien qu'on peut le faire, vous aider là, dans cette démarche-là. Puis on va souhaiter pas vous perdre parce qu'on veut vous garder avec nous. Alors donc, troisième soirée ce soir, c'est un cycle de 8, ça va nous amener jusqu'à la fin 2001. Et voilà, donc, et vous retrouvez encore une fois toutes les informations sur infodeuil.ca où vous êtes déjà entré pour vous connecter avec nous. Je cède maintenant la parole à Joanne et à son invité et je la laisse faire les présentations d'usage. Je vous souhaite une bonne soirée rencontre et on aura l'occasion de peut-être se reparler vers la fin. Alors, merci. À toi, Joanne. Oui, à mon tour aussi de te saluer, Alain, et de remercier le Repos Saint-François d'Assise et toute ton équipe de nous permettre d'être là comme ça à un rendez-vous mensuel. C'est si important de pouvoir nous retrouver et d'avoir de merveilleux invités à chaque fois. Vous savez, les sujets sont variés. Le deuil, c'est grand, c'est vaste. On pourrait en parler comme on parle de la vie et de l'amour. C'est un sujet qui est à la fois triste et puissant. Alors, à chaque fois, nous sommes touchés, ébranlés, particulièrement lorsque, comme ce soir, il s'agit d'un témoignage. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas entendu quelqu'un nous faire un récit de son parcours sur le chemin du deuil. Et je crois que nous serons très, très à l'écoute de Madame Elisabeth Rivera, que je remercie de tout mon cœur d'avoir accepté notre invitation, parce que Madame Rivera va nous faire part d'une perte qui est extrêmement difficile, entre autres, la perte de sa fille, comme vous avez pu lire des extraits sur l'affiche que vous avez peut-être en main, et la perte de son frère. Deux pertes différentes et elle va nous en dire ses mots. Elle va nous dire comment elle va aujourd'hui, comment c'était lorsque elle a eu le choc de ces nouvelles.
Maintenant, juste pour vous dire, vous allez entendre son accent. C'est un accent du Pérou. Vous allez être comme moi, ça chante. Alors moi déjà, je me dis, elle va nous chanter à l'oreille, hein, probablement quelques lamentations qu'elle a connues, mais aussi peut-être une joie qu'elle a retrouvée. Elle va nous le raconter. Alors du Pérou, elle s'est installée au Canada, ici, avec ses parents, avec son frère, avec sa sœur aînée et ses deux frères. C'est un bonheur de vous avoir ce soir, Madame Rivera, et je ne voudrais pas trop empiéter parce qu'un témoignage, c'est précieux. Et j'ai le goût de vous entendre, de vous écouter fidèlement et de vous revenir après. Et bien sûr, les personnes qui sont avec nous, et je vous remercie d'être fidèles, les gens qui sont là depuis si longtemps et les nouveaux qui arrivent. Soyez les bienvenus. Et nous sommes à l'écoute pour, après avoir l'occasion de poser des questions ou simplement de passer un commentaire ou d'être en échange. Madame Rivera, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, Joanne, et merci beaucoup pour la belle invitation. Je suis honorée d'être ici. Alors, comme on l'a mentionné, je vais vous raconter mon histoire. L'année 2017 a été éprouvante pour moi et ma famille. Le 20 mars, ma fille Jessica, âgée de 26 ans, est décédée des suites d'une collision impliquant l'alcool et la vitesse au volant. Ils étaient 4 dans la voiture. Elle a été la seule victime. 9 mois plus tard, mon frère Leonardo, âgé de 48 ans, perd son combat contre le cancer et meurt entouré de ses proches. Le 20 mars, vers 4h30 du matin, la police sonne à ma porte pour m'annoncer le décès de ma fille. À ce jour, je n'ai pas un souvenir exact de ces moments. Mon mari dit que nous étions comme des balles de ping-pong et que les policiers nous suivaient partout dans la maison. Nous étions en état de choc, complètement déstabilisés. Les policiers nous demandent de nous préparer pour nous conduire à l'hôpital. Quand nous sommes montés dans la voiture de police, mon mari, mes garçons et moi, j'ai prié pour qu'on me réveille de ce cauchemar. Arrivé à l'hôpital, les médecins nous racontent en détail les derniers instants de la vie de Jessica. Ne réalisant toujours pas ce que j'étais en train de vivre, je demande à la voir. On me dit que ce n'était pas possible, elle était déjà à la morgue et que je ne pouvais pas la voir. J'insiste. Finalement, on m'accorde le droit d'y aller en me précisant que je ne pouvais pas être accompagnée de personne. Alors, je suis entrée dans cette pièce froide, toute seule, où se trouvait le préposé de la morgue, une policière et une travailleuse sociale. À ce moment précis, la vie m'a forcée à tenir debout, à accepter l'inacceptable. Cette fatalité qui nous frappait de plein fouet, alors que quelques heures plus tôt, ma fille et moi échangions sans le savoir nos derniers messages en nous disant les mots qu'on se disait toujours. Je t'aime. Mais voici qu'elle m'était présentée d'une manière dont je n'aurais jamais imaginé à la voir. Couchée sur une plaque en métal, sortie d'un tiroir glacé, enveloppée d'un plastique blanc. La première chose que je lui ai dit, comment je vais faire pour vivre sans toi? J'ai pris le temps de lui parler en prenant soin de toucher chaque partie de son corps encore chaud, jusqu'à ce qu'on m'indique que je devais quitter la pièce. Alors, ce n'était pas un cauchemar, ce n'était pas un mauvais film, c'était la fin d'une vie. Jessica n'était plus. Je me suis souvent dit que j'aurais aimé être à ses côtés pour lui tenir la main
pour l'accompagner dans ces derniers moments, mais elle est partie toute seule. Et je sais maintenant qu'elle m'a épargné cette souffrance. Je suis entrée à la maison, je me sentais anesthésiée. Je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train de vivre. Les appels, les visites, un mauvais film dont personne ne veut jouer. Ensuite, il fallait préparer les funérailles. Je voulais quelque chose de beau, de gros, à l'image de la belle personne qui était ma fille. Je ne sais pas comment, mais nous avons réussi. Il y a eu au-delà de 1000 personnes, les messages, les fleurs, les témoignages, la cérémonie. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui me disent que c'est difficile à dire, mais c'était une des plus belles cérémonies qu'ils ont assistées. Je suis convaincue que n'importe où elle était, elle a été touchée et portée par tout l'amour qui lui a été manifesté. Lors des funérailles de Jessica, j'ai appris par ses amis que j'étais son modèle. Quel honneur. Alors, à mon tour, je lui ai promis que je serais comme elle, que j'allais remplir mon cœur d'amour, que j'allais être forte, que j'allais voir le beau dans tout, que ma peine allait se convertir en force pour pouvoir avancer dans cette nouvelle vie et m'occuper de ses frères. Je lui ai également promis que j'allais être ses yeux, ses oreilles, et que toute la beauté du monde, désormais, serait associée à elle. Je dois souligner que le support de ma famille et des amis a été très important et que nous serons toujours très reconnaissants. Maintenant, je vais vous parler de ma fille. Alors, je vais vous montrer des diapositives. Vous allez la voir durant sa vie. Alors, on peut montrer les diapositives. Jessica est née au printemps 1990 et elle nous a été enlevée. Pardon, Jessica est née le 3 avril 1990 et nous a été enlevée le 20 mars 2017, à l'aube de ses 27 ans. Aucun mot ne pourra jamais traduire la douleur, le chagrin, le désespoir et la rage qui ont subitement changé ma vie et celle de ma famille. Jessica, ou Jess pour son entourage, était l'aînée de 3 enfants, dont ma seule fille. Elle était aussi l'aînée d'une lignée de 11 petits-enfants. Le premier bébé de la famille est maintenant notre premier ange. Jessica était une petite fille heureuse qui aimait beaucoup s'amuser et rire. Par la suite, elle est devenue une femme forte, courageuse, authentique, sur laquelle on pouvait compter. Fidèle à sa famille et à ses amis, constamment prête à aider, souriante et drôle. Elle voyait le beau côté des choses et elle avait toujours le bon mot pour nous réconforter. Elle avait une énergie radieuse et ne passait jamais inaperçue. Jess était une personne vive d'esprit, à l'affût de nouvelles tendances, positive et aimante, qui s'est donnée corps et âme aux gens qu'elle affectionnait. Jess n'avait peur de rien ou presque. Elle était audacieuse, persévérante et tenace. Un vrai rock, mon rock. Son passage sur cette terre a été court, mais par son amour et sa générosité, elle a touché un grand nombre de personnes. Sa beauté, son magnifique sourire, sa bonté et sa grandeur de cœur demeurent sans doute mes plus hautes fiertés. Chaque jour, je pense à elle et à tous les moments qui nous ont été volés. Il ne sera pas possible de la voir dans sa robe de mariée lors du plus beau jour de sa vie, ni de connaître ses enfants. Elle aurait été une mère magnifique et attentionnée. Les belles soirées en famille où on parlait de tout et de rien, nos projets de voyage à venir, et bien sûr, tous les anniversaires que les mettants fêtaient. Cette jeune femme au potentiel immense, en santé,
amoureuse des siens et de la vie, a été projetée dans une mort prématurée par le manque de jugement d'un homme irresponsable derrière le volant, incapable de faire la distinction entre la bienveillance envers autrui et la banalisation d'une vie humaine. Je n'ai pas juste perdu ma fille, mais mon allié, ma complice. Même si je me console en disant qu'elle sera toujours à mes côtés, j'ai perdu le côté tangible. Je ne pourrais pas la toucher, je ne pourrais plus la voir. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et le plus difficile aussi, c'est de parler d'elle au passé et apprivoiser son absence. Tout d'un coup, notre vie change et nous voilà privés du bonheur d'avant, ne sachant pas qui nous sommes, comme une perte soudaine de sa propre identité. Selon les statistiques, mon mari et moi étions susceptibles de divorcer ou de souffrir d'une maladie mentale. On entendait dire qu'il nous faudrait beaucoup de temps pour aller un peu mieux. Nous étions étiquetés comme des victimes. Alors, l'avenir était terrible. Mais j'avais besoin d'espoir. J'étais devant une énorme montagne à gravir. La perte d'un enfant est l'une des plus difficiles à vivre. J'avançais dans un univers dépourvu du sens que je lui avais donné. Je vivais avec la peur au ventre lorsque mes fils tardaient à rentrer. J'étais incapable de conduire. Des crises d'angoisse m'envahissaient et m'empêchaient de me déplacer sans redouter un accident. Conduire représentait désormais un véritable défi et je ne savais pas si un jour je parviendrais entièrement à le surmonter. J'étais dans une place que je n'aurais jamais imaginé possible de connaître. À vrai dire, j'étais dans une place où je ne voulais pas être. J'ai tout de suite cherché de l'aide. J'avais 2 beaux garçons qui méritaient des parents en bonne santé physique et mentale, dignes d'avoir une vie normale. J'ai eu la chance de rencontrer une psychologue qui m'a beaucoup aidée par son écoute, car nous avons besoin de parler et d'être entendus dans cette immense épreuve. Ces paroles réconfortantes ont jeté un baume sur ma blessure d'âme, un apport inestimable dans mon processus de guérison. L'exercice et la méditation m'ont beaucoup aidé aussi. Au décès de Jessica, nous avons demandé des dons pour MAD Canada, les mères contre l'alcool au volant. Avant la mort tragique de ma fille, je ne connaissais pas beaucoup cet organisme, mais leur mission a rejoint ma famille. Est-ce qu'on peut montrer les diapositives 25 et 26, s'il vous plaît? MAD Canada est un organisme de bienfaisance voué à mettre fin à la conduite avec faculté affaiblie et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Lorsque nous les avons contactés, nous avons été accueillis avec compassion et compréhension. Mon mari et moi participons chaque mois à un groupe de soutien pour des victimes. Nous échangeons avec des parents qui ont vécu la même tragédie que nous. Un soutien unique dont nous serons toujours reconnaissants. C'est pour cette raison que je me suis joint au conseil d'administration de MAD Montréal. Il y a beaucoup de sensibilisation et d'éducation à faire. La conduite avec capacité affaiblie, qu'elle soit sous l'influence de l'alcool, des drogues ou d'un mélange des deux, est l'une des principales causes des blessures et des décès au Canada, avec tous les impacts que l'on connaît sur la famille et les proches. Par la suite, il y a eu le processus de justice pénale. Nous avons dû assister à une longue et pénible enquête préliminaire qui a duré 2 ans.
dans laquelle l'individu en question et son avocat ont essayé par tous les moyens de trouver une faille dans le système de justice et de prouver sa non-culpabilité, même si toutes les preuves étaient là. Très difficile sur le plan physique et moral. J'avoue que j'ai ressenti de la frustration et un fort sentiment d'impuissance quand on entend beaucoup d'injustices et nous ne pouvons rien dire, rien faire. On porte en silence le mensonge et la trahison. Suite au prononcé de la sentence, nous avons eu la possibilité d'appliquer, de nous inscrire à la commission de libération conditionnelle, processus par lequel on peut être au courant du moment où le chauffeur demande sa libération conditionnelle. Je me suis demandé, est-ce que cela va m'aider ou va me nuire? Quoi que je fasse, je ne pourrai rien changer à la loi. L'individu n'allait pas purger sa peine au complet. Un jour, il serait libre, il pourrait continuer sa vie, trouver l'emploi de rêve, voyager, se marier, avoir des enfants, voir vieillir ses parents, un privilège qui a été enlevé à ma fille. Donc, j'ai pris la décision d'honorer la mémoire de Jessica dans l'amour et non dans la vengeance ni dans la colère. Pardon. Maintenant, je vais vous parler de mon frère. Est-ce qu'on peut ajouter les diapositives? Merci. Leonardo est décédé à l'âge de 48 ans des suites d'un cancer. Mon frère était un bon vivant, souriant et positif. Je me souviens qu'il me disait toujours « la vie est simple, pourquoi la compliquer ?» Il faudrait ajouter aussi qu'il était un très bon danseur. Il y a une des photos où vous allez voir qu'il est en train de danser. Sa plus grande peine était de laisser sa femme et ses deux filles âgées de 10 et 6 ans à l'époque. La personne en fin de vie est aussi en deuil avant de partir. Nous avons reçu le diagnostic de son cancer quelques jours avant le décès de ma fille. Alors, après l'enterrement de Jessica, c'était lui notre priorité. Nous avons suivi de près sa maladie. Nous avons eu l'opportunité de l'accompagner, de lui dire qu'on l'aimait et de prendre soin de lui jusqu'à son dernier repos. Il est parti en paix et dans l'amour, entouré de toute la famille. Jess et Leonardo nous ont légué un beau message d'amour, une promesse d'espoir, riche d'une existence vécue passionnément, avec humilité et sans regret. En résumé, la résilience nous a envoyé un gros test en 2017. Dans la même année, nous avons appris ce que signifie perdre une personne qu'on aime sans avoir eu l'opportunité de lui dire au revoir et presque simultanément accompagner une personne qu'on aime jusqu'à son dernier souffle. Ces deux pertes, ces deux expériences sont si différentes. Avec fierté, je peux dire que petits et grands avons montré une force remarquable, une force qui est cimentée par l'amour exceptionnel de notre famille. Après la mort, il y a le silence et l'absence. Comme être humain, on aurait souhaité avoir un jour de plus, un dernier mot, un dernier câlin. On ne comprend pas pourquoi les nôtres quittent si tôt. Mais peu à peu, on commence à se rappeler non seulement de leur départ, mais aussi qu'ils sont vécus pleinement et qu'ils nous ont laissé des souvenirs impérissables, des traces pour demain. Après 4 ans
je peux dire que ça n'a pas été facile et ça ne sera jamais facile. Je vais toujours éprouver un manque. On apprend à vivre autrement. Qu'il est possible d'avoir du chagrin et de continuer d'avancer dans cette nouvelle vie. Face à l'adversité, il faut toujours chercher le côté positif et aller de l'avant. On a le choix de se noyer ou de nager, de sombrer ou de se relever. Je crois fermement que la vie est faite de joie et de peine, de victoires et de pertes, de force et de fragilité. Merci beaucoup. Oh, c'est difficile de briser le silence qui doit suivre votre témoignage. Je voudrais que notre silence et notre présence vous portent présentement. Vous avez été, Madame Rivera, d'une générosité, de nous partager avec autant de, d'authenticité, avec toutes les émotions qui vous habitent et la force. Et vous nous avez montré dans ce témoignage qu'il est possible de vivre côte à côte avec la force et la peine, avec l'amour et la perte. Et ça, on l'écrit. Vous savez, moi j'aime beaucoup écrire. J'essaie d'écrire à partir des mots que j'entends, des mots comme les vôtres, des mots comme d'autres nous confient. Et puis, quand c'est notre métier, on essaie de rendre au lecteur qu'est-ce que ça doit être de perdre son enfant et dans votre cas, de la perdre de façon aussi subite et de perdre un frère avec, mon Dieu, quelques mois entre les deux départs. On essaie d'expliquer aux gens, on essaie de dire les étapes ou les états. On veut trouver les mots parce que c'est dur un deuil, vous êtes là pour en témoigner. Mais ce que vous nous avez apporté ce soir, ça dépasse tous les livres. Ce que je peux écrire, ce que d'autres ont écrit de façon magnifique sur la mort et sur le deuil. Mais quand c'est une maman qui nous raconte avec cette générosité, je le répète, parce que ça demande un grand cœur pour que nous puissions entrer dans votre cœur avec vous. Et ça, vous avez réussi à le faire. Je suis très émue et je suis aussi, je me sens, forte par vos paroles et forte par la présentation que vous nous faites de Jessica. J'ai toujours dit que les personnes en deuil nous présentent un proche qu'on n'aurait jamais rencontré, même dans la vie. Alors la mort, même si elle est cruelle, même si c'est horrible ce que vous avez vécu, vous et votre famille, eh bien pour nous, ça nous donne la chance de faire la rencontre, d'abord de Jessica, dans tout ce que vous savez en dire, de votre famille bien-aimée et d'une mère et d'un père bien-aimant, parce que ça s'entend que c'est l'amour aussi qui vous a soutenu tout au long de l'épreuve. Alors, j'imagine qu'il y a des personnes qui voudraient vous poser des questions dès à présent. Mais si jamais il n'y en avait pas, moi, je pourrais vous parler jusqu'à minuit pour vous dire merci tout le temps, au bout de chaque phrase, parce que vraiment, on ne peut pas sortir de l'écoute de votre témoignage de la même façon avec laquelle nous y sommes entrés. Vous nous apportez un plus dans notre vie. Vous nous dites qu'il est possible de vivre malgré la perte et nous savons aussi que ça pourrait nous arriver. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes avec vous.
nous ne sommes à l'abri, personne, de perdre un être cher, et vous venez nous tenir la main quand ce sera notre tour. Et pour tout cela encore, je vous rends grâce. Nous allons voir s'il y a déjà des questions, parce que nous sommes là aussi pour répondre à notre cher auditoire qui a sûrement des choses à dire. On a une première question, mais je voudrais vraiment que Mme Rivera soit tout à fait à l'aise, là, parce que c'est une question un peu personnelle. Ça touche à ses croyances. Sans entrer dans les détails, la question enfin exacte qui nous a été posée, c'est en fonction de votre Dieu à vous, si tel est le cas, comment vous l'avez intégré à ces pertes-là, celles donc de votre fille et de votre frère, là, dans un très court laps de temps? C'est sûr que je viens d'une famille croyante, hein, mais quand on perd des personnes si chères dans une si courte période de temps, c'est sûr que on se demande, hein, on se dit, mais pourquoi si tôt? Pourquoi ils sont partis? Si Dieu existait, toutes les prières qu'on faisait, pourquoi même à ça, ils sont partis? Je vais vous raconter, la veille du décès de ma fille, on venait de recevoir le diagnostic de mon frère. Alors, nous avons été à la messe le dimanche avec mes parents, ma soeur, mon frère. Je suis allée là et j'ai prié. J'ai pas juste prié pour mon frère, j'ai prié pour ma fille. Et le lendemain, elle n'était plus là. Ça a été difficile. J'ai toujours gardé ma croyance, mais je me posais des questions des fois. Si ça répond, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais ça a été difficile de pouvoir continuer à croire à 100%, mais tout change, la vie nous ramène aux sources, je pourrais dire. Une autre question, c'est que avec ce que vous nous avez raconté, une des premières questions qu'on a envie de vous demander, c'est comment vont les autres membres de votre famille immédiate suite à cette grande perte que vous avez subie? C'est sûr que nous, dans la famille, on était 5, nous sommes 4 maintenant. J'ai mes 2 garçons et mon mari. Ça a été difficile, mais chacun a vécu sa perte à sa façon. Et ce qui est bien, c'est qu'on était là pour se soutenir, mais on s'est donné du temps. Alors, il y avait des journées où mon mari n'allait pas bien du tout, mais moi, j'allais bien. Alors, je pouvais l'accompagner. Et c'était la même chose avec les garçons. J'ai eu un garçon il a eu la peine tout de suite. Il a beaucoup pleuré pour sa sœur et l'autre était plus fort. Et par la suite, l'autre allait mieux et l'autre a commencé à sombrer, à réaliser la perte de sa sœur et son oncle. Mais on va bien maintenant. C'est pas facile, mais on va bien. On a nos journées, on s'est donné du temps. C'est ça qui est important. On s'est tous donné du temps. Du temps pour pleurer, pour être en colère. On a vécu nos deuils vraiment pleinement. Votre témoignage, vous nous avez partagé que vous avez dit à votre fille, après que vous l'ayez vue suite à son décès, comment je vais faire pour vivre sans toi? Et une de nos invités vous demande comment vous avez fait pour trouver la réponse à cette question-là. Je crois que c'est la vie qui m'a aidée. C'est la résilience. Et je ne sais pas de où je prends cette force et je suis sûre que ça vient de plus haut, qui m'aide à avancer. C'est sûr que quand on perd quelqu'un, on se pose toujours la question, mais la mort fait partie de la vie. Alors, avec le temps, on commence tranquillement à accepter l'inacceptable, comme je l'ai dit aussi.
à accepter l'inacceptable et apprend à vivre avec les beaux souvenirs que que ma fille m'a laissés. Et comme je l'ai dit aussi, Jessica elle restera toujours à mes côtés. Et c'est juste en pensant à elle et en pensant à la belle personne, je suis plutôt reconnaissante de l'avoir eue dans ma vie et de pouvoir vivre avec elle, avec ses souvenirs. Je voudrais simplement rappeler à nos invités ce soir que si vous avez des questions pour Mme Rivera ou pour Joanne de Montigny, à gauche de l'image, vous avez une boîte de dialogue, communément appelée chat. C'est peut-être le terme le plus connu. Alors, on vous invite à pouvoir faire, comme certains d'entre vous l'avez fait déjà, à nous indiquer s'il y a des questions, des commentaires. Puis ça nous fera plaisir de le partager avec Mme Rivera ou avec Joanne, ou les deux. Est-ce que je peux parler avec Mme Rivera et tu m'arrêtes quand il y a une petite question? Tu me le dis, hein? Parfait. Tu me fais un signe. Oui? Alors, Madame Rivera, je voudrais, moi, vous demander quelque chose. Je crois que vous venez de le préciser, mais juste pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez ressenti jusqu'à maintenant et depuis quand la présence de votre fille, je dirais comme si elle vous inspire, comme si elle est avec vous, même si c'est invisible tout ça. Est-ce qu'au début, vous la sentiez arrachée à vous et puis maintenant, vous la récupérez un peu plus avec vous autres, dans la famille et à l'intérieur de vous? Est-ce que vous comprenez un petit peu le sens de ma question? Oui. C'est sûr que suite au décès, on ressent beaucoup de douleurs physiques. Hein. Le lendemain de son décès, j'ai senti des douleurs à mes ovaires, comme si on me l'avait enlevé complètement. Et c'était une douleur qui restait là, très présente. Alors, j'ai compris que la vie m'a envoyé le message comme, oui, c'est ça, tu l'as perdu. Je sais qu'elle est tout le temps avec moi, je la sens. Et comme je dis, la force me vient de quelque part de plus haut, je crois, parce que de continuer à vivre avec une perte si tragique, si perdre un enfant, c'est le pire qui peut arriver en parent. Et, je sais qu'elle est là pour m'aider, Oui. pour m'aider à avancer. Elle sera toujours là avec moi. Oui. Quelqu'un nous partage avoir perdu son fils tout récemment, il y a à peine 5 mois. Et elle demande, ça dure combien de temps le deuil? Peut-être, Joanne, tu peux nous éclairer un peu? Oui, en fait, j'ai appris de plus en plus et de mieux en mieux qu'il n'y a pas de durée précise dans un deuil. Ça dépend, en fait, on dit de plus en plus qu'on doit vivre avec le deuil plutôt que de, comment dire, surmonter le deuil. En fait, je pense que on le surmonte, comme nous l'expliquait Christophe Fauré, veut pas, on cicatrise, mais en même temps, ça vient et ça va la peine. Il y a des vagues qui montent, on ne sait pas d'avance. Je pense que Mme Rivera, avant de commencer son témoignage, ne savait pas dans quel état elle serait pour pouvoir nous livrer tous ces mots avec ferveur, avec tout son être. Et elle a ressenti toute la peine. Et ça fait 4 ans et peut-être qu'elle viendrait dans 10 ans et elle ressentirait encore toute la peine quand elle pense beaucoup à la perte. Mais il y a dans le deuil un chemin qui n'est pas le même pour personne. Et c'est vrai que c'est varié en termes de durée. C'est juste ça qu'il faut retenir. On n'a pas à s'inquiéter de la durée. On sait qu'une perte entraîne un grand chagrin que l'on doit verser
au moment où les larmes s'attaquent à nous. J'allais vous demander, Madame Rivera, vous avez mentionné que vous avez choisi l'amour plutôt que la rancœur, plutôt que la vengeance. Parce qu'il s'agit bien de quelqu'un finalement qui a été responsable de la mort de votre fille. J'aimerais simplement vous demander, peut-être pour le bénéfice de quelques personnes qui nous écoutent, j'en suis certaine, si vous pensez malgré tout à cet homme-là, est-ce que ça vous arrive de penser à ses parents, de penser à lui? Je sais que vous avez dit, lui, il aura l'occasion de vivre une vie, mais vous êtes déçu, vous auriez... je ne sais pas s'il a eu l'occasion de s'excuser. Est-ce que vous auriez accepté des excuses de sa part? Est-ce que ça aurait fait du bien? Est-ce que c'est un peu embêtant de répondre à ça? Non. C'est sûr que il nous a fait passer par une enquête préliminaire qui a duré longtemps et comme je l'avais dit, on attendait des injustices et lui et son avocat, ils ont essayé de trouver une faille dans le système en fait pour trouver sa non-culpabilité. C'était un ami de ma fille, mais la façon dont cette personne a agi, il n'éprouvait pas il n'était pas repentant. Alors, quand on le voyait, le gros sourire, quand on allait à la cour, quand on va à la cour, les salles sont toutes petites, alors on est à côté presque de toute la famille. La famille nous regardait comme si c'était nous, les méchants, qui envoyions son fils en prison. Moi, honnêtement, je n'aimerais pas être à leur place non plus. D'accord? Parce que j'ai des garçons et moi, je me dis, je n'aimerais pas être à leur place non plus. Mais je me dis, il y a un minimum de respect. Il y a un minimum de compassion de la part des autres personnes. Je sais aussi qu'il n'avait pas le droit de me demander pardon. Mais par ces actes on parlait. Alors, même s'il avait eu 20 ans, ça n'allait rien changer. Ma fille ne serait pas ici. Mais moi, je parle plutôt du côté respect, côté de ne pas me faire vivre tout ce qu'ils nous ont fait vivre, juste pour prouver quelque chose que finalement, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas aller contre c'est tous les faits, toute la réalité qui était là. Je ne pense pas à lui. Je ne pense pas à lui. J'avais lu il y a longtemps quelque chose qui disait que si on remplit son cœur d'amour, il n'y a pas de place à autre chose. Alors moi, je me dis, je ne me lève pas chaque jour, à chaque matin en me disant, oh, il est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, pour moi, cette personne il est dans une boule noire, du côté noir de mon existence. Alors, je l'ai laissé là. Je ne veux pas le toucher et je ne veux pas non plus qu'il joue un rôle important dans ma vie. Vous comprenez? Alors, pour moi, c'est ça, c'est l'amour et je laisse toute la colère de côté. Comme je dis, je l'ai mis dans une boule noire et il est là, il sera toujours là. Oui, ça n'a pas de poids à côté du cœur de votre fille. Non. Il n'a pas de poids. Oui. Joanne, il y a une question qui s'adresse à toi. Comment on peut, selon toi, comparer la douleur, le chagrin entre quelqu'un qui perd un proche, mais qui a pu l'accompagner, être l'entourer, voir venir finalement, et un décès, comme nous le décrivait Mme Rivera, subi, dramatique, tragique. Oui. Comment, au niveau des réactions, on peut faire la différence entre les deux, s'il y en a une? Oui, oui, puis je vais le dire, et puis Mme Rivera pourra compléter, parce qu'elle l'a vécu, mais je crois sincèrement que le choc est terrible. Le mot choc est tout petit, mais les ondes de choc sont terribles.
Et c'est vraiment comme être électrocuté, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un choc, quoi. C'est comme si tout d'un coup, notre corps, notre être était brûlé et il fallait survivre à cet éclair qui vient de traverser le corps. C'est très dur parce qu'on ne s'y attend pas. On ne se prépare pas à vivre des situations extrêmes. Les situations extrêmes portent leur nom. Ce sont des situations extrêmes. Ce n'est pas la même chose que d'accompagner quelqu'un qu'on aime et ça fait très, très mal. Nous sommes par ailleurs en pré-deuil. Il y a comme un deuil qui se, métabolise au fur et à mesure pendant un petit bout de temps, jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Et c'est ce que Madame Rivera nous a confié pour l'accompagnement de son frère. C'est la chance aussi de dire au revoir en la présence de la personne. Alors que Madame Rivera n'a pas pu dire au revoir à sa fille. C'est très important. C'est un peu comme quand le bébé arrive au monde et qu'on l'accueille et qu'on lui manifeste le plus grand des bonjours qu'on pourrait lui dire et des bienvenus au monde. Alors, j'imagine qu'on voudrait dire à celle qui s'en va, je suis là, je suis avec toi, hein, pour ce départ que tu dois finalement vivre, bien malgré toi, bien malgré nous. Alors, ça devait être très dur pour Madame Rivera. Elle a dû 100 fois se voir dans la voiture à côté de sa fille et lui parler tout doucement avant qu'elle s'éteigne pour lui dire « Je suis là, je suis avec toi ». Mais je peux rajouter ceci. Il y a une part de moi qui est convaincue que Jessica, lorsqu'elle était en train de mourir, quand on a eu une maman, comme on a entendu ce soir, quand on a un père qu'on devine cet homme comme il peut être, quand on a 2 frères, comme on devine que cette famille vit autour d'une table, eh bien, on se dit que Jessica n'est pas partie le cœur vide. Les gens qui restent sont restés avec un cœur rempli d'amour. Et cet amour-là, Jessica en a pris aussi pour son envol. On ne peut pas mourir sans penser à ceux qu'on aime. Et on pense tout de suite à sa mère, à son père, à sa fratrie, à la famille peut-être élargie. Peut-être qu'elle n'a pas eu beaucoup de temps pour penser. Mais moi, j'aime croire que les quelques secondes qui ont précédé sa mort étaient habitées par l'amour de sa famille. Alors, c'est pas facile parce que on doit faire confiance. On doit faire confiance en la capacité qu'a eue Jessica de mourir, comme on a confiance en la capacité de Madame Rivera et sa famille de reprendre la vie, de revenir au monde, de vivre autrement. 2 parcours très difficiles, mourir et survivre à la perte. On a d'abord un commentaire avant de poser la question. C'est quelqu'un remercie chaleureusement Mme Rivera en disant que, en fait, ce qu'elle a dit, c'était puissant. Elle a choisi de vivre, mais pas dans la colère. Alors, cette personne-là nous rappelait que pour elle, c'était significatif. Elle a perdu ses 2 parents très récemment. Donc, elle voulait partager là, ce commentaire-là avec Mme Rivera. Maintenant, une des questions qu'on vous poserait, Mme Rivera, est-ce que vous auriez des mots, un conseil, comment accompagner ou soutenir les frères et les sœurs de la personne décédée? Bon, dans votre cas, vous-même, bien sûr, votre frère, mais dans le cas de votre fille, vos 2 fils, est-ce qu'il y a sans parler, on ne parle pas de recettes, bien sûr, mais des façons ou des directions? C'est donner du temps et être patient. Mon mari l'avait cité une fois,
dans une maison, quand on vient d'avoir une perte, c'est un champ de mines. Alors, on marche tranquillement et on essaye de faire attention aux autres en toujours se donnant le temps d'accepter qu'on est en colère aujourd'hui. Je suis en colère aujourd'hui, l'autre personne est triste, je vais bien, l'autre personne ne va pas bien. Alors, moi, la recette, mon conseil, ça serait de se donner du temps. Oui. Et moi, est-ce que je peux vous demander, Madame Rivera, vous avez gentiment accepté de nous parler ce soir. Premièrement, est-ce que c'est une des premières fois que vous faites un témoignage un peu public comme celui-là? Oui, c'est la première fois. Oui. À ce stade, à cette heure-ci, et peut-être que demain, vous me donneriez une autre réponse, mais aujourd'hui, présentement, est-ce que d'avoir fait ça, est-ce que ça vous apporte à vous, parce que vous nous avez apporté, mais nous, avec notre écoute, et est-ce que ça vous apporte un petit peu quelque chose à vous? Oui, j'avoue que j'étais un peu nerveuse, mais oui, ça m'apporte parce que j'aime parler de ma fille. J'aime parler de mon frère. J'aime parler de mon expérience. Souvent, les gens ont peur de nous parler ou de nous poser des questions en pensant que ça va nous faire du mal, que ça va nous rendre tristes. Mais au contraire, ça me fait du bien si par mon témoignage, je peux aider quelqu'un, ça va me rendre très heureuse aussi. Mais oui, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Est-ce que ça vous est arrivé au tout début de penser que vous ne pourriez plus jamais être heureuse? Avez-vous eu peur de ne plus pouvoir aimer? Avez-vous eu peur de ne plus retrouver une certaine joie de vivre? Oui, oui, parce que, comme j'ai dit, il y a les douleurs physiques, hein, on a vraiment mal. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu mal au cœur. Vraiment, mon cœur me faisait mal et j'arrivais pas. Je me disais, c'est pas possible d'avoir aussi mal. C'est pas possible de déjà avoir perdu quelqu'un et de souffrir autant. Parce qu'on souffre. On pense que c'est pas juste. On pense qu'on va jamais pouvoir continuer à rire. Et il y a aussi, il y a la peine, mais il y a aussi le sentiment de culpabilité parce qu'on se sent coupable. Moi, je me sentais coupable de l'été, quand Jessica est décédée, j'avais décidé de partir en vacances avec les garçons. On avait besoin d'air, on avait besoin de s'évader, de sortir. Mais j'étais à la plage et je me disais, c'est pas possible. C'est pourquoi moi, je suis à la plage et ma fille ne l'est pas. Alors, il y a toujours le sentiment de culpabilité, mais comme si on était là à la place de l'autre? C'est ça, c'est ça. Et là, c'est pour cela que j'ai cherché de l'aide. Je me disais, ça se peut pas. Parce que souvent, on nous dit, ça prend 5 ans. Mais c'est pas vrai que ça prend 5 ans. Ça peut prendre plus longtemps. Comme vous l'avez dit, si je parle dans 10 ans, je vais toujours avoir, je vais toujours être émotive quand je vais raconter les moments qui ont suivi le décès de ma fille. Et une fois aussi, j'avais vu une affiche où il montrait le deuil. Et c'était des lignes comme ça qui montaient, qui descendaient, et tout était noir. Alors, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps pour pleurer. Il faut se donner du temps pour être en colère. Il faut se donner du temps de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Parce que moi, on m'avait dit, mais il faut que tu prennes des médicaments, il faut que tu prennes quelque chose parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Mais moi, c'était hors de question. Je me suis dit, non, si c'est ça que la vie m'envoie, si c'est ça que je dois vivre, je vais l'accepter, je vais le vivre à 100% et arrivera ce qui arrivera. Je vais essayer toujours de faire mon mieux. C'est sûr que j'avais mes garçons ici à la maison que je ne pouvais pas laisser de côté. Je ne pouvais pas avoir une mère qui était pas bien physiquement et mentalement. Mais j'ai pris du temps. J'ai pris 13 mois de congé de mon emploi.
Alors, les journées, j'étais ici à la maison toute seule et je me donnais du temps pour pleurer, pour rester au lit. J'avais reçu beaucoup de livres à lire, mais ça m'a pris 8 mois avant de pouvoir lire. Oui. Parce que mon attention n'était pas là. Oui. Mais si c'est donné du temps. Les choses finissent par s'arranger. Il y a des gens pour qui ça prend plus de temps, mais il faut vraiment vivre ce que nous avons. Ce que je retiens en tout cas, c'est que vous avez mis des mots sur la peine, vous avez partagé, vous avez fait des cérémonies, vous avez invité des gens. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Consolation. Et je ne savais pas si c'était un beau mot pour les personnes en deuil, d'être consolée. C'est une maman qui a perdu 2 filles qui écrit ce livre et qui dit que oui, on a besoin d'être consolé. Elle dit que ça l'a beaucoup aidé, d'être consolée puis de pouvoir raconter, mettre des mots sur la perte plutôt que d'éviter. Elle a dit, vous ne pouvez pas nous faire plus de peine en nous en parlant, la peine sera toujours là quand même. Alors, elle dit, on a envie de parler de nos enfants qui ne sont plus, mais on a envie d'en parler. Alors, ça aide les gens qui ont peur parfois de faire un faux pas en demandant comment ça se passe pour vous depuis la perte et tout ça. Mais on s'aperçoit que c'est guérisseur de mettre des mots sur sa peine. Oui, parler, ça fait du bien, ça fait du bien. Et moi, je suis vraiment chanceuse. Nous sommes chanceux d'avoir une belle famille aimante. Ça, je pourrais dire, j'ai des parents aimants qui nous ont toujours donné beaucoup d'amour, qui nous ont donné, qui sont très positifs. Alors, nous, quand nous sommes arrivés au Canada, on était 6. Là, en 2017, on était 21. Tous mariés avec des enfants. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on fête, on célèbre chaque occasion. Toutes les occasions, on les célèbre. Alors, moi, peut-être de mon côté, ça a été plus facile parce que j'ai tout, avec ma fille, il y avait des non-dits. Alors, je lui ai toujours parlé, je lui ai toujours dit que je l'aimais. Même nos derniers messages, c'est « je t'aime maman, je t'aime ma fille ». Alors, ça aussi, ça m'a aidé beaucoup parce que nous avons une très belle relation. On était très proches, mais il y avait beaucoup d'amour. Alors, il n'y avait rien que je me disais, oui, j'ai vécu pleinement avec elle, je lui donnais tout ce que je pouvais lui donner. C'est sûr qu'on veut un peu plus, mais je suis en paix avec ça. C'est beau parce qu'on termine bientôt avec le mot paix, à moins que Alain, Monsieur Chartier, vous avez peut-être quelque chose? Une dernière question, peut-être avant Joanne, que tu puisses conclure. Oui. Vous avez parlé, Madame Rivera, de MAD, là, le regroupement dont vous faites partie, et une de nos invitées nous demande, est-ce que c'est ouvert précisément aux endeuillés qui ont perdu de façon tragique là, à cause d'accidents et d'alcool, ou il y a des programmes qui sont de façon plus large offerts à d'autres endeuillés qui ont vécu d'autres types de pertes? C'est plutôt aux personnes qui ont perdu de façon tragique des suites de l'alcool au volant. D'accord. Puis je crois que, Alain, vous allez mettre les références sur le site de MAD pour aider d'autres personnes qui auraient perdu des êtres de cette façon-là. Oui, quand vous allez sur le site que vous connaissez tous maintenant, infodeuil.ca, il y a une section pour les références et on a des groupes de soutien, des professionnels et on ajoutera, si ce n'est pas déjà là, le MAD. Alors, peut-être que Mme Rivera pourra nous l'envoyer directement. Oui. Et, voilà. Alors, en mon nom et au nom de toute l'équipe d'Infodeuil et puis du Repos Saint-François d'Assise, je vous remercie beaucoup, Mme Rivera. Et je vais laisser à Joanne, dans quelques instants, là, les mots de la fin avec vous. Je voulais simplement inviter à nouveau tous les internautes à nous revenir à notre prochaine soirée rencontre sur le deuil qui sera le lundi 3 mai. Oui, exactement.
Et ce soir-là, Alain, nous aurons quelqu'un avec qui parler de l'aide médicale à mourir. Quelqu'un qui va nous renseigner beaucoup sur ce qu'il a recueilli des familles qui ont vécu la perte par l'aide médicale à mourir et de voir en quoi ça facilite peut-être ou au contraire ralentit un peu le deuil. Alors, on va tout découvrir ça. D'accord, ben merci Joanne. Alors, je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été avec nous. On vous revoit et on vous imagine le 3 mai. Et je cède la parole maintenant à Joanne. Merci. Oui, alors, Madame Rivera, c'est le mot de la fin. J'ai envie de dire que j'ai entendu dans tout ce que vous nous avez confié le mot gratitude. Vous avez de la gratitude pour la vie, envers les êtres que vous aimez. La gratitude, pour moi, la reconnaissance, c'est vraiment une clé aussi, puisqu'on a parlé de consolation. Il y a toute cette partie de la vie qui nous a apporté du beau et malheureusement, cette épreuve que vous avez vécue, les deux épreuves, et en même temps, c'est de dire que vous vous sentez en paix, que vous êtes sur le chemin d'accepter au bout des 4 ans, tranquillement, hein, on accepte l'inacceptable, comme vous dites, on intègre la réalité de la mort, on intègre la réalité de la perte. Et ça se fait à petits pas, à petite dose. Et encore une fois, je vous lève mon chapeau, je m'incline devant toute votre famille en vous remerciant parce que c'est vraiment précieux. Sans les personnes qui viendraient jamais nous dire ce qu'elles ont vécu, on ne pourrait pas progresser nous-mêmes face à nos pertes. Alors, c'est à la fois un témoignage et c'est éducatif et pour le cœur et aussi pour l'art de vivre à travers les épreuves. Alors, merci infiniment. Merci Alain. Merci à toute l'équipe. À Madame Esther qui était à la technique ce soir et puis finalement à vous toutes et tous qui étiez là avec nous en écoute et surtout avec le chagrin que vous-même vous portez. Soyons tout le monde ensemble, solidaires les uns les autres. On se retrouve le 3 mai prochain. Au revoir. Au revoir. Merci.